Bonjour à tous. On démarre notre interview d'aujourd'hui. Je m'appelle Elena Grebenkina et je suis spécialiste du vin. J'habite Bordeaux et j'invite mon assistant, bordelais de souche, Pierre Chappet. Absolument. Donc nous attendons que notre invitée, dont tu vas parler brièvement. Notre invitée, Madame Namping Gao, la directrice du château La Bastide Crue Corbière, nous rejoint. C'est une femme formidable. J'ai l'honneur de faire cette interview avec elle aujourd'hui. On attend qu'elle nous rejoigne. Nous, on va voyager à l'Aude aujourd'hui. Dans l'Aude. Et on va faire cette interview en 2 langues. Après, Madame Namping va ajouter des sous-titres, même en chinois. Donc, on va voyager même plus. La deuxième langue étant le russe. Vous l'aurez deviné à l'accent de Yelena. Exactement. Donc, on aura le français, le russe et le chinois. Donc, on est un petit peu partout dans le monde aujourd'hui. Et le vin, c'est vrai que c'est le domaine qui lie toutes les nations. Donc là, nous attendons encore quelques instants que Madame Gao ait la possibilité de nous rejoindre. Et dans quelques instants, le live débutera avec elle. L'écran sera partagé en 2. J'espère que vous nous entendez bien. N'hésitez pas à nous dire, parlez moins fort, ça sature. Ou au contraire, on ne vous entend pas. Tout commentaire sera bienvenu en l'occasion. Par ailleurs, peux-tu brièvement parler du château en attendant l'arrivée de Madame Gao? Bien sûr, avec grand plaisir. Donc déjà avec Madame Gao, on s'est rencontrés le 10 février grâce à mon amie chinoise Bettina qui était son assistante au stand, au salon Wine Paris, au salon professionnel du vin. Qui a eu lieu à Paris ce février, avant le confinement. Donc on a eu cette possibilité de faire une belle rencontre. Et Ton cours de connexion, donc comme vous le savez, Facebook c'est 1 minute, merci pour le like. Et voilà, on est dans l'ordre. Bonjour. Bonjour Madame Gao. Bonjour. On est ravis de vous revoir. Très heureuse aussi de vous revoir. On a parlé brièvement de notre rencontre, de vous et de votre château. Et on a une première question à poser. Quand et comment avez-vous commencé votre carrière avec la littérature française au vin de la vous avez abordé? Alors, vu mon âge, je viens de fêter mes 58 ans. Donc, l'histoire est un tout petit peu longue, d'accord? Voilà, je vais essayer de faire brièvement. Donc, je suis arrivée en France en 1986, à l'âge de 23 ans. Avant de venir, j'ai commencé à apprendre le français, la littérature française en 1979, où vous n'étiez pas né. J'avais 17 ans. Donc, j'ai commencé à vraiment apprendre cette langue, cette belle langue, et j'ai commencé à fabriquer la France à moi, à travers les livres, peu de livres, à travers les mots, à travers les sons, à travers mon imagination, grâce à la littérature. Il faut savoir, tous les grands écrivains français ont été traduits en chinois. Donc, j'ai commencé par lire en chinois, petit à petit, avec 4 années d'apprentissage
en français, en langue française, j'ai commencé à mettre un pied dans la littérature française. Mais je n'ai toujours pas rencontré des Français. J'imaginais qu'ils sont tous très grands, très blancs, très blonds. Vous allez me dire que mon imaginaire a développé une France vraiment à moi. J'aime bien ce mot. En 86, j'ai eu la chance de rejoindre mon mari, qui était étudiant, doctorant, à la faculté de sciences à Montpellier pour sa thèse en hydrogéologie. Comme j'ai déjà étudié le français, entre-temps, j'étais devenue professeure de langue française à l'école Polytech de Chengdu, ma ville natale. Oui. Et puis, il se trouve que Montpellier est jumelé avec la ville de Chengdu en 1981. Donc, toutes ces coïncidences m'amènent sur cette magnifique ville qui s'appelle Montpellier. Et à Montpellier, je m'y sentais bien parce qu'il y a plein d'amoureux de la Chine. Et j'ai commencé à enseigner le chinois. J'ai enseigné dans des entreprises, à l'école de commerce, dans le plus grand lycée de Montpellier. C'est moi qui avais initié. J'ai fait plein de traductions, interprétariat. Et petit à petit, j'ai rencontré un autre monde, ce monde réel de la France. Et en 1991, avec mon époux, on a monté un tout petit restaurant chinois à Montpellier qui s'appelait le Chengdu, comme le nom de ma ville. En dehors de la création du vin, mon hobby, c'est la cuisine. Ça ne m'a jamais quitté. Vous me voyez, je ne suis pas mince. Je suis encore moins maigre. J'aime vivre, j'aime bien manger. Et j'aime beaucoup. Comme les Français. Et puis, je me suis dit, aimer la vie, c'est aimer se rencontrer, aimer manger, aimer faire manger, aimer partager. Et c'est là, dans ce petit restaurant où j'ai été cuisinière pendant, mon verre est encore vide, mais bientôt ça va être rempli. Et pendant 15 ans de restaurant, j'étais seule derrière le fourneau. Je me faisais plaisir, mais je faisais plaisir à mes amis, qui sont beaucoup de clients qui sont devenus de très, très bons amis. Et là, ils m'ont dit, ils ne m'appellent pas Madame Gao, ils m'appellent Namping. Et ils me disent, Namping, tu as une cuisine magnifique, mais le choix de ta carte de vin est trop nul. Je ne comprenais pas. Il faut savoir en France, lorsque vous montez un restaurant, personne ne vous demande est-ce que vous savez accorder votre cuisine avec les vins. Il n'y a pas de formation. Encore moins pour un restaurant chinois. Alors, j'ai entendu dire que le rosé s'accorde très bien avec une cuisine chinoise. Donc, je vais aller chercher le rosé. Je ne connaissais rien de chez rien. Et puis, j'ai fait une belle rencontre. C'est le directeur actuel donc, directeur technique du coteau du Languedoc. Il s'appelle Jean-Philippe Granier. C'est un grand ami. Il était mon client. Il dit, jetez votre carte de vin. Je vais vous refaire une carte de vin. C'est la première fois que j'entendais qu'il fallait une carte de vin. Et puis, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, mais je ne veux rien, je ne connais rien. Il m'a dit, tu veux quoi? Quel terroir? Quelle appellation? Des AOP? À l'époque, ce n'est pas des AOP, c'est des AOC. Après, c'est des vins de pays. Tu veux quoi? Tu veux un château, pas un château? Je dis, mais tout ce que tu me dis, c'est du chinois. Pour une chinoise, je ne comprenais rien. Grâce à son aide, il m'a dit, tu vas voir un ami ici, au Pic Saint-Loup, tu vas voir un autre ami
à un tel endroit, à Saint-Chinian, petit à petit, bah, j'ai commencé à visiter les domaines et les châteaux. Et enfin, je pouvais proposer ma cuisine de Chengdu avec les vins du Languedoc. Ça, c'est le début de mon histoire avec le vin. Oui. Et la gastronomie, donc. Pardon? Non seulement le vin, mais également la gastronomie. Exactement. Après, j'ai fait de très belles rencontres avec l'association Slow Food, qui apprécie, cette association apprécie aussi ma cuisine, parce que je cuisinais pas à tout va, je cuisinais lentement, mais avec toujours des produits frais. C'est comme ça, j'ai commencé à connaître les vins du Languedoc. Un peu plus tard, les autres régions, les autres appellations, comme les vins de Provence, comme la Loire, comme Bordeaux, comme Bourgogne, etc. Et c'est là que je me suis dit, ça c'est un monde sans fin, le monde de vin. C'est à l'infini. C'est jamais fini, n'est-ce pas? Absolument. Absolument, j'ai eu des mêmes sentiments quand je suis arrivée à Bordeaux. Le vin est dans l'air ici. Voilà, finalement, Ici, vous voyez... c'est quasiment une devise, alors je pense qu'on va à l'envers, mais c'est manger, boire et rire. Voilà. Donc, je prenais toujours le bon côté de la vie, si vous m'avez bien compris. D'abord, bien manger, ensuite, bien boire. Ensuite, commencer à apprécier, peut-être dans un restaurant, le cuisinier qui est derrière, pourquoi il fait ça, comment il fait ça. Et pour le vin, c'est pareil. Je voulais comprendre derrière la bouteille quelle était l'histoire. La première fois, c'était un ami qui s'appelle Régis Valentin, il se reconnaîtra, du château de Lancy à Pic-Saint-Loup. On est tous très amis. Un grand domaine, un grand vigneron. Il m'a amené d'abord pas au caveau pour déguster. Il m'a dit, viens, on va faire un tour dans les vignes. Voilà, ça c'est notre terroir. Je dis, mais quel était le rapport entre les cailloux et le reste? C'est la première fois. J'ai eu plein de premières fois, plein de belles rencontres. La bonne étoile est juste sur ma tête, sur la route du vin. J'ai fait de très, très belles rencontres. Et ce sont les vignerons qui m'ont formé. Ce sont des amis qui m'ont formé. Je n'ai jamais fait œnologie. J'ai appris ça. Après, parce que j'ai amené, parce que je suis une cuisinière professionnelle, je suis très sensible. Je sens des choses. Et après, je me suis dit, quand je bois un vin, qu'est-ce que ça peut accorder avec d'abord ma cuisine, quel plat? Donc mes recherches d'accord mes vins n'étaient pas venues de quelconque livre. C'était simplement le plaisir de reboire une gorgée pour dire, j'ai pas envie de recracher, j'ai envie de boire. Et qu'est-ce que je peux manger avec? C'était ça, mon apprentissage, certes plus long, pas du tout académique, mais c'était génial. La preuve d'une grande réussite, puisque vous avez maintenant une propriété. Alors, je vais rectifier. Je ne suis pas propriétaire du château La Bastide. Je suis ici en poste depuis 5 ans et demi, donc depuis janvier 2015. Maintenant, il y a mon époux qui a rejoint l'équipe. On travaille ensemble, on co-gère cette entreprise. Mais les propriétaires, c'était les uniques investisseurs chinois dans toute cette vaste région de l'Occitanie. Il n'y en a pas deuxième. Nous sommes uniques. Ah, Oui. Parce que je suis très fière aussi de défendre Languedoc, maintenant l'Aude, maintenant Corbière, défendre nos vins, nos valeurs vis-à-vis du marché chinois, mais aussi les autres marchés. On aura l'occasion tout à l'heure, je vais vous dire où on envoie nos vins. Exactement. Et ça nous amène en ligne pour notre deuxième question. mais d'abord, j'aimerais que tu traduises ça en russe. Non, tu préfères non. D'accord. Notre deuxième question, c'est
quelle image avez-vous de ce pays, de sa culture viticole, sa gastronomie? Avant Et quelle d'arriver est en l'image? France ou après? Avant que j'arrive en France ou après? Alors, vous, puis la France et la réputation des vins en Chine. Très bien. Donc, tout à l'heure, je vous disais, avant que j'arrivais en France, j'avais imaginé la France à moi. Cette France à moi, c'est que le fromage était sucré, crémeux, comme des bonbons. Cette France, pour moi, c'est que des poètes, que des littéraires, que des artistes plein dans la rue. C'était ça, la France à moi. La France, c'était plein de philosophes, plein de personnes bienveillantes, avec la générosité, qui défendent le droit de l'homme et tout le reste. La France, pour moi, l'image, et puis pour tous les Chinois, c'est aussi un pays révolutionnaire, parce qu'il y a la Marseillaise. Il y a la révolte des ouvriers de Lyon. Il y a plein de choses que j'ai lues à travers les livres. La France, pour beaucoup de Chinois, c'était aussi un pays cher dans le cœur des Chinois. La France a été le premier pays occidental qui a reconnu officiellement la République populaire de Chine. Absolument. En 1964 par le général Charles de Gaulle. Rien que pour ça, les Chinois préfèrent les vins français. Voilà. C'est magnifique. C'est bien sûr. Je peux juste ajouter, Nandrig, moi je suis arrivée en France. En fait, je partage votre image. Pour les Russes, la France, c'est ça aussi. Pour les Russes, je dirais encore plus loin, parce que dans la haute société russe, parler le français, c'était chic. Dans tous les salons littéraires, on parlait français. Ce n'est pas le cas de Chinois. Ce n'est pas le cas de Chinois qui apprennent la langue, parce que cette langue est tellement difficile. Mais cette France humanitaire, cette France généreuse, cette France des poètes, comme dit l'ancien regretté président de la région, longtemps maire de la ville de Montpellier, plus tard de l'agglomération de Montpellier. J'ai eu l'honneur d'être à côté de lui pour tout ce qu'il avait entrepris avec la Chine pendant 20 ans. Il s'appelle Georges Frêche. Ah oui, Georges Frêche. Georges Frêche, c'était un amoureux de la Chine. Je l'ai connu de très très près. Et puis c'est un grand personnage. C'est lui qui m'a dit, la Chine, il y a une différence avec le Japon, un autre grand pays, par sa culture, par sa richesse. Mais la Chine, c'est pas un pays de sabre. La Chine, c'est un pays de poètes. De ce point de vue, la France et la Chine, je les mets, les deux pays à égalité. Nous sommes tous des admirateurs de Lao Tzu, par exemple. Bien sûr. Et la Russie séduit aussi les Chinois, hormis les doctrines communistes, etc. Mais la Russie était bien plus connue avant les communistes, n'est-ce pas? Mes propres parents. La Russie, elle partage les mains comme ça entre la Chine et la France. Et mes parents, ils ont appris à parler le russe. Mes parents chantent encore en russe. Moi, je chante les chansons russes, mais en chinois. Quand on va vous rendre visite, je vous demanderai de me chanter. Mais bien sûr. Si vous voulez bien. Je chante pas bien, hein. Je fais pas le voice, mais j'aime chanter. Je chante pas bien, j'ai pas une belle voix, mais ce sont des mélodies qui me parlent. Si vous avez un piano, je vous accompagnerai.
Très bien, très bien. Bah, on peut refaire un live alors. Absolument. On va faire un live voice. Voilà, live voice amateur. Nous serons sur ma page Pierre, artiste-compositeur. Ah, très bien, très bien. Voilà, moi je peux tenter. Je peux chanter aussi des chansons françaises, mais en chinois aussi. Je le fais. C'est très intéressant. Oui. Vous savez que j'ai entendu très récemment l'international. Oui. Certes, elle est très connotée, mais connue parfaitement des Chinois. Mais vous savez, l'international, cette chanson a été écrite par un Français. Et que pendant mon enfance, ma jeunesse, à la radio nationale chinoise, tous les jours, à 20h du soir, on diffuse l'international. Maintenant, je sais chanter de A à Z. D'où l'excellente version que j'ai trouvée sur Internet, chantée par une multitude de chanteurs chinois et qui était vraiment émouvante. Mais l'international, c'est une chanson, d'abord. Ouais, d'abord. Après, on Je parle. crois que la musique, c'est un domaine assez vaste. Revenons au vin, quand même. Donc, Nabil, on a une troisième question. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur l'histoire du château, nous présenter votre gamme de vins et où est-ce que les informations, les prix, tout ce qui vous permettra, je pense, de vendre au plus grand nombre. Bien sûr. Alors, derrière moi, est-ce que vous apercevez une photo d'un ancien château? Est-ce que vous... Alors, un instant, il y a eu une déconnexion mineure, un instant. En noir et blanc. Recentrez-vous dans l'image, pardon. Comme ça? Voilà. Vous êtes excentré, vous êtes à droite de notre écran, donc à gauche du vôtre. Je m'approche. Dans l'autre sens, madame. Yao. Dans l'autre sens. Sinon, attendez, je vais faire autre chose. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Là on vous voit très bien. Très bien. Alors, je vais vous montrer cette photo. Vous la voyez? Oui. Alors, cette photo, c'est un château qui s'appelle Château La Bastide, qui a été construit en 1760. Cette année, La Bastide, on fête l'anniversaire de 250 ans d'histoire. C'était un magnifique château. Malheureusement, en 1933, ce pouls de trésor a été démoli par l'ancien propriétaire parce qu'il y avait un malentendu ou une maladresse de la part des impôts. Parce que c'est un château qui avait la réputation d'un jour une fenêtre. En réalité, il possédait une centaine de fenêtres, pas 365 fenêtres, mais il avait beaucoup. Et maintenant, le château, il n'existe plus de trésor. D'accord. Parce qu'on a la partie où je suis, c'était la partie destruction. Là, c'était la production. Ici, dans le caveau, c'était l'ancienne forge. Après, les tables, l'écurie, le clocher qui symbolise Château La Bastide, ça n'a pas bougé. C'était un très grand château qui avait une quarantaine de chevaux de trait, qui avait jusqu'à maximum 150 hommes de vendangeurs
pratiquement tous espagnols. Quelques oui. Depuis 5 ans, j'ai fait des recherches sur l'histoire de la Bastide. Donc, j'ai retrouvé les descendants, les enfants qui étaient nés. Maintenant, ce sont des papis, mamies de grand âge. J'ai rendu visite en a plein. Et puis aussi, ici, je profite pour remercier donc le journal L'Indépendant qui a publié déjà deux, trois papiers parce que je suis à la recherche de cette belle histoire viticole. Château La Bastide, c'est pas un château qu'on s'imagine là-dedans, il y a des mobiliers, etc., puisque ça a été vidé. Mais c'est un très grand château viticole. Ce château viticole a permis donc l'intégration de beaucoup de vendangeurs espagnols. D'autres, ils vivent encore dans notre village qui s'appelle Escale ou aux environs ou à Lézignan. Et puis, c'est un château qui a permis des rencontres amoureuses. Il y a des enfants qui sont nés ici. Et j'ai beaucoup de chance depuis 5 ans de rencontrer d'autres personnes. Monsieur Henri, qui était président de l'association La Mémoire lézignanaise, qui m'a apporté des documents très précieux. Et je cite un autre monsieur qui me tient à cœur, c'est monsieur Cabrol. Monsieur Cabrol, Gilbert, il anime un groupe sur Facebook qui s'appelle « Tu sais que tu viens de Lézignan ». Beaucoup d'archives, il fait des recherches, il me le transmet, il me le donne. Et puis, je cite aussi 2 exemples. Monsieur Éric Lafala, qui vit dans le village à côté, sa maman est toujours dans notre village, 80 ans à peu près. Son grand-père et son arrière-grand-père étaient 2 générations de régisseurs ici à la Bastide. Et plus tard, j'ai rencontré un autre monsieur. Son fils un jour m'a écrit sur Facebook en me disant « Madame, mon père aussi était régisseur plus tard, dans les années 50. Et ce papy, un jour, il est arrivé à l'âge de 92 ans, les larmes aux yeux, avec sa femme, accompagné de leur fils, monsieur Pénézit, qui vit toujours dans les Corbières. Il m'a dit, madame, depuis que j'ai quitté la Bastide, je n'ai plus remis les pieds. Mais tout le monde me parle de vous en disant que vous ouvrez le caveau, vous ouvrez le domaine et que je suis bienvenue. Et en partant, il est revenu 2e fois, 3e fois. Et puis, un jour, il m'a dit, vous savez, certes, j'ai de mauvais caractère. Apparemment, il ne faut pas lui dire, mais ses petits-enfants l'ont confirmé. Il me dit, mais j'ai tenté quelque chose de bien. Je dis, papy, à votre âge, vous vous en foutez de ce que les autres pensent de vous. Chacun a son caractère. Mais ici, vous avez laissé vos empreintes ici à la Bastide. Donc, je vous dévoile un petit secret. J'ai plein de documents sur l'histoire de la Bastide. Je veux rendre hommage à ces gens, à ces immigrés. Ça m'intéresse bien sûr les propriétaires successifs, ce qu'ils ont fait. Mais pour moi, je viens pas de la Russie, mais je viens de la Chine. Et on dit, l'histoire est écrite par les petits gens, par le peuple. Rien que pour ça. Je me permets une aparté simplement sur l'histoire. S'agissait-il de ces républicains espagnols chassés, bombardés comme un Guernica, qui trouvèrent refuge? Il y en a beaucoup qui ont fui, même un Italien qui était venu, il est viticulteur à côté, il m'a dit je suis venu ici parce que ma mère était juive. Ça, c'était plus tard. Elle a fui Paris, elle a divorcé avec 2 enfants, elle est arrivée ici. Il y a d'autres qui m'ont dit, voilà, d'abord, il y avait la misère. Ensuite, on a besoin de main-d'œuvre. Et ce papy de 80, maintenant, il a 84
93, 94 ans. Et il m'a dit, il se souvenait parce que les vendangeurs dormaient sur les pailles. Oui, c'est ça. Ils n'avaient pas de bonnes conditions. Il m'a dit, je suis allée à l'hôpital de Narbonne récupérer les lits de l'hôpital pour amener à la Bastide, pour que les vendangeurs puissent avoir des lits pour dormir. J'ai 1000 petites histoires comme ça. J'ai plein de rencontres comme ça. Et maintenant, je vais vous dire, parfois, après mon travail, pas pendant le confinement, mais en dehors, j'ai rendu visite à des papis-mamies pour écouter leur histoire, pour faire un enregistrement, pour prendre une photo, pour leur offrir une bouteille de vin. Donc, la France à moi, je reviens au-delà du vin. On s'étend sur la littérature, pourquoi pas un jour chanter. Mais la France à moi, c'est ça. Ces petits gens qui font de la grande histoire. La Bastide, ce n'était pas une réputation fulgurante, etc., le plus grand, le plus riche. Non, pas du tout. Pour moi, la Bastide a une histoire au-delà de l'histoire de famille, parce que c'est plein de familles qu'on construit. Et maintenant, je vais vous montrer un album que j'ai fait en ligne. Je pars partout, même à Paris ou à l'étranger, avec mon album photo. C'est la deuxième édition. Je vous montre juste une page. Alors, ça, c'est un livre sur la Bastide, vous voyez. Après, on va revenir sur le nom de cuvée de cette bouteille de vin qui s'appelle Historia. Et là-dedans, excusez-moi, On voit que c'est extrêmement la Bastide, regardez cette page. Nous avons créé en 2015 une grande cuvée, très grande cuvée, qui s'appelle Historia 1770. À côté, vous avez ce château qui a été démoli. Ensuite, ces photos précieuses, ce sont les hommes de la cave. Et oui. J'ai retrouvé les descendants de ce monsieur. Incroyable, incroyable. Vous voyez, je voyage en Chine, à Londres, à Paris, partout. Même je fais une dégustation à Montpellier. J'amène toujours cet album pour montrer, au-delà du vin, il y a une histoire. Et cette histoire, on doit la respecter, on doit la sauvegarder, on ne doit pas l'oublier. Et je reviens juste là-dessus sur mes recherches de l'histoire. Aujourd'hui, je profite de cette plateforme de Facebook. Si jamais, dans le monde entier, vous avez un bout de l'histoire de Château-la-Bastide, contactez-moi, je suis preneuse. Très bien, je pense que le message est passé. Magnifique. L'histoire du château de la Bastide dans le monde entier, il vous contacte. Voilà. Pour vos recherches. Oui. Et on attend avec impatience votre prochain livre. Tout à fait. En Mon français. livre, je ne suis pas écrivaine, mais j'ai envie de raconter mes histoires, mes rencontres. La France à moi se réduit maintenant au château La Bastide. J'ai envie de raconter ça. Et ce livre s'appellera Historia parce que j'ai immense respect. J'ai immense respect pour tous ces gens. Certains, je ne connaîtrai jamais leur nom, je ne connaîtrai pas leurs enfants, mais j'ai envie que ça laisse une trace. Maintenant, je vais vous présenter nos cames de vin. D'accord? C'est notre corps de métier. Alors, juste derrière moi, vous voyez le présentoir. C'est ici, je suis au caveau. Sur le mur, il y a des photos. Donc, à mes loisirs, je prends photo. Je vous montre. Donc, nous avons première gamme avec les vins de pays. Il y a la Syrah vieille vigne, du Merlot et Viognier. N'hésitez pas à bien montrer les étiquettes, madame. L'étiquette, c'est la même. Vous avez le clocher du château La Bastide. Voilà. Nous avons une petite appellation qui s'appelle Haute-Rive. Merlot.
et Viognier. Ce sont des vins qu'on expédie dans plus de 20 pays. Wow. Ah oui. Oui. Ensuite, nous avons deux cuvées magnifiques de tradition qu'on appelle du rouge. Ensuite, du blanc. Vous voyez ce blanc qui Oui. décroche chaque année des médailles d'or. Cette année, au concours général agricole de Paris, il a encore décroché une nouvelle médaille. Donc 2018-2019, 2 années de médaille d'or. Et 2018, il a même, oui, il a même eu la médaille d'or dans les Corbières. Donc ce sont des vins de base, mais de vins des Corbières avec typicité de notre terroir. Ensuite, pour Et donc, oui. Pardon de vous couper. C'est donc un vin sec. Quelles sont ses particularités? La particularité donc de cette tradition blanc, c'est qu'il a 3 cépages, pas si courants que ça. Ce sont des Roussanne, Bourboulenc et Vermentino. C'est un vin à l'acidité moyenne, une explosion des arômes au nez, en bouche et qui vous accompagne. Après, c'est un vin très, très juteux avec beaucoup de minéral. Ceci est lié au terroir. Notre terroir, je profite pour vous montrer ces cailloux. Oui, exactement. Ce sont des calés roulés. Nous ne sommes pas sur le coteau. Nous sommes sur la demi-terrasse des Lézignans. Je vous montre. C'est ce terroir qui nous permet, vous voyez, les pentes ne sont pas raides. Oui. Ce sont des terroirs qui ont beaucoup de ces cailloux, donc traînés en sous-sol, et qui font que ces vins ne sont pas asséchants. Très bien. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter notre joli rosé. Nous produisons un rosé depuis 2005. Le nom de la cuvée s'appelle Astrosa. Astrosa, en occitan, ça se dit Astruso. Astruso veut dire femme heureuse. On a créé cette cuvée de couleur très claire. Là, le bois rend une lumière jaune. Sinon, c'est très clair. Astruso, en occitan, femme heureuse, pour moi, la France à moi, la française à moi, c'est qu'elle est jeune, belle, elle est rêveuse, et ses rêves montent jusque dans les cheveux. Après, cette française, elle est indépendante, elle s'achète son vin, très bien apprécier un petit verre de rosé. Très poétique, Et puis je parle parce que je suis la maman. Cette étiquette a été créée par mon fils. Il l'a dessinée à la main. Donc c'est une nouvelle cuvée pour la Bastide, une étiquette pleine de sens, très élégante, et c'est un rosé gastronomique qui accompagne les bons repas. Maintenant, je peux juste expliquer les sens des symboles. Des symboles. Les symboles. Sur cette étiquette. Oui. Alors, sur cette étiquette, vous voyez, on a choisi une bouteille longue. Oui. Voilà, couleur très, très claire, presque un tout petit peu bleutée. Et puis, je ne sais pas si vous êtes amateur de l'art, vous pensez tout de suite à Nouvelle Époque, Art déco, très parisienne. Absolument. Donc, pour moi, boire un verre de rosé de Corbière, il faut que ça dépasse les frontières audoises, il faut que ça dépasse les frontières de Corbière, du Languedoc. Il faut qu'il aille plus loin, loin, loin. Et la capitale de l'élégance, c'est Paris. C'est Paris. Là, un petit peu de goût, voilà, ils sont très bien. C'est parti. Encore un peu. Encore un peu, on voit bien l'étiquette. Il faut que ça dépasse les frontières.
Avancez encore la bouteille, que nous voyons l'étiquette. Là, vous êtes hors cadre. Vous voyez? Parfait. Voilà. Descendez sur l'étiquette. Oui. Alors, donc, ça c'est l'histoire, la naissance d'Astrozo. Et on lit Astroza. Je n'ai pas inventé ce mot. Hein. Ensuite, je vais vous présenter une très belle cuvée qui s'appelle Exubérance. Nous sommes dans le sud. Ici, c'est Grenache noir et Mourvèdre. Et ce qu'on appelle exubérance, ce qu'on appelle complantation de l'assemblage depuis le terroir. On fait des assemblages de vins, comme le rosé avec Syrah, Grenache, Mourvèdre. Ici, vous voyez, on n'a plus de Syrah, on n'a que Grenache noir et Mourvèdre à 50-50. Et qu'est-ce que ça donne? Je me souviens un peu de la dégustation et souvent, ils me surpris. Voilà. Déjà, on est séduit par le nez. C'est plein d'épices. Il y a presque même un peu de fumée et souvent les gens me demandent est-ce qu'il est passé en barrique? Je dis non. Dans ce vin, on sent une grande harmonie, un accord parfait par sa souplesse, par sa gourmandise et avec la présence du tanin qui tient et qui nous conduit les arômes très très loin. Et parfois, on me demande pourquoi il s'appelle exubérance. Bah oui, je dis encore bien, dans le sud de France, nous sommes exubérants. Et nous avons le soleil, nous avons les fruits que dans d'autres régions, ils n'en ont pas. Après, la particularité de ce vin, c'est que les deux cépages sont plantés sur la même parcelle. Ils partagent cet équilibre depuis la naissance. Ils sont vendangés ensemble. On attend la grande maturité de Grenache noir pour la bonne maturité de Mourvèdre. C'est une cuvée à part. Et c'est une cuvée aussi très facile à accorder avec des cuisines mondiales, chinoises, maghrébines ou autres. Ah oui, on peut le boire comme un syrah avec un couscous algérien, par exemple. Avec couscous, avec tagine, avec une paella, vous pouvez tout accorder avec ce vin. Formidable. Oui. Et sur la cuisine chinoise, qu'est-ce que vous conseillez? Sur la cuisine chinoise, bien entendu. Je peux faire des travers de porc à la sauce aigre douce. Je peux faire sauté de poulet émincé avec un peu de poivron rouge et du vert. Voilà, c'est un vin qui accorde largement les plats. Et ce qui est le plus extraordinaire, c'est un vin qui va faire sortir les épices de votre plat. C'est au-delà d'accompagner un plat, exubérance va faire ressortir les épices. C'est un vin à découvrir. C'est un vin à découvrir et vous nous donnez envie réellement de le découvrir. Et c'est un vin, il y a minimum 56 ans de garde. Ah oui. Voilà. Et donc, où peut-on retrouver toutes les informations sur notre site? Voilà, sur notre site. Alors là, c'est deuxième gamme. Je vais plus vite. Troisième gamme, ce sont 4 grands vins élevés en fût de chêne. Vous avez Optimé avec Syrah Grenache. Vous avez ici Aïdos avec Syrah Grenache également. Pas la même façon de travailler. Il a les sélections de raisins. Ici, nous avons Historia avec Syrah, Grenache, Mourvèdre. Et là, c'est un Aïdos, mais un très grand vin blanc avec Roussanne et Bourblanc. Et comme vous une étiquette magnifique de ce que je vois aussi. Pardon, Ria, avec une étiquette magnifique de ce que je vois également. Je vais vous raconter l'étiquette de Aïdos. Elle est magnifique. C'est l'œuvre d'un artiste
que je ne l'ai pas connu malheureusement. Et là, vous voyez, c'est la tête de Platone. Pouvez-vous recentrer, s'il vous plaît? Oui, je À m'en nouveau. souviens. Dans l'autre sens, dans l'autre sens. Comme ça. Voilà, parfait, parfait. Très bien. Parfait. Encore un Alors, peu plus. Aïdos, ça veut dire, ça c'est grec, Aïdos. C'est pas français ni chinois, ni russe. Aïdos veut dire des idées. Et selon Platone, quand tous les jours on a des idées dans la tête, c'est parce que le monde est divisé en deux, en matière et donc des idées. Ensuite, vous avez des choses bien concrètes. Vous voyez la grappe de raisin au milieu. Quand le vigneron a voulu faire ses vins, c'est parce qu'il imagine faire un grand vin. Donc, il a 1000 idées qui tournent dans la tête. Et un jour, ces idées vont transformer en vin tout ce qu'il y a dedans. Aïdos. Pouvez-vous encore avancer, qu'on voit la droite de l'étiquette à présent? Encore un peu plus. Encore un peu plus. C'est parfait. Pas plus près forcément, mais plus vers le côté. Voilà. Non, non, non. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens, s'il vous plaît. Comme ça? Non, là, vous êtes hors cadre. Alors, je vais vous proposer Voilà, une solution plus là, simple. on la voit. Très bien. Là, Voilà. mieux. Donc, c'est plein de couleurs. C'est une étiquette, c'est un tableau, c'est une peinture qui a du sens philosophique. Non, là, vous êtes hors cadre. Vous la voyez bien? Oui, maintenant oui. Oui. Bah, ça sera Voilà. dommage Et puis, c'est l'effet, vous voyez, sur les deux étiquettes artistiques, c'est beaucoup mieux. Ah, très bien. Très bien, très bien. Voilà. Parfait. Donc, c'est juste l'idée de mettre les raisins transformés en vin. Et ces idées-là, multiples, s'appellent aïdos en grec. Et on voit bien le visage Voilà. de Platon. C'est deux yeux. Voilà. C'est formidable. Et en fait, c'est Platone. C'est super bien travaillé. Oui. Mm. Et voilà. Donc, Historia a tout son sens d'histoire. Je retourne. Voilà. Oui. Et puis, aïdos, c'est te dire faire un vin, c'est pas juste faire un vin. C'est quand même son bébé du vigneron. Oui. Oui. Donc, on s'imagine qu'on fait un enfant, il va être champion olympique, il va être je ne sais quoi, pilote. Voilà. On lui projette un grand avenir. C'est ça. Et transformer l'idée en bouteille, mettre en valeur, mais l'origine s'appelle aïdos. Magnifique. C'est vraiment magnifique. Après, concernant les prix, les tarifs, j'invite à tout le monde à se rendre sur notre site www.châteaulapastide.com. Il y a depuis le début du confinement, il y a une e-boutique, il y a tous les tarifs, il y a des promotions en ce moment. J'offre N'hésitez pas. N'hésitez pas. J'offre le transport pour les particuliers à partir de 2 cartons gratuitement toute la France et toute l'Europe. Magnifique. Et donc, c'est bien Château La Bastide tout attaché. .com, ouais. Château La Bastide tout attaché. Je le répète bien. Château La Bastide tout attaché. Et il y a des promotions. Envoi gratuit actuellement, en tout cas pour l'ensemble de l'Europe, à partir de 2 caisses. 12 bouteilles, 2 caisses, oui, et que je peux mélanger, hein, je ne peux pas nacher. Ah, vous pouvez panacher. Très intéressant ça. Je ne suis pas compliquée. Je veux que tout le monde puisse découvrir nos vins. À travers nos vins, c'est découvrir un territoire, un terroir aussi. Et bien entendu, pour moi, ce sont des bouteilles de vin comme ma carte de visite. Ce sont des invitations. Donc, j'attends vraiment nombreux des gens du monde entier qui viennent nous rendre visite, visiter nos chais, écouter notre histoire, voir notre travail.